Je dirais que devant la montée des dangers qui menacent l'Europe, je suis d'un pessimisme lucide et raisonné. Oui, les séparatismes augmentent partout en Europe, même dans des pays où on ne les attend pas. On pense à l'Écosse, par exemple, mais aussi à d'autres pays bien classiquement connus, séparatisme flamand, séparatisme en Espagne avec la Catalogne, le Pays basque, ou bien d'autres. La montée des populismes est connue et on est évidemment là aussi surpris de voir ce populisme dans des pays inattendus. Je ne sais pas à l'heure où je vous parle ce que donnera le résultat des élections italiennes, mais de voir un comique, le Coluche italien, Beppe Grillo, qui pourrait atteindre 20% enfin qui est à 20% des intentions de vote, tout ceci est extrêmement inquiétant. Et ce recul des libertés publiques, atteinte à la liberté de la presse en Hongrie, atteinte à l'indépendance de la justice en Roumanie, ou atteinte aux droits des femmes en Slovaquie ou en Pologne, tout ceci compose un paysage extrêmement inquiétant. Et c'est inquiétant parce que dans un monde où, dans une Europe où on doute de l'Europe, se réfugier dans des États-nations pourrait être une tentation, et les États-nations ne sont pas non plus une porte de sortie viable pour les citoyens. Donc à nous de construire une Europe citoyenne. J'ai constaté ce crash de l'Europe sociale dans les dernières perspectives budgétaires telles qu'elles résultent du compromis qui a été obtenu au Conseil européen. Bien entendu, toutes ces perspectives méritent d'être revisitées par le vote du Parlement européen, et je doute fortement d'ailleurs que ces perspectives budgétaires ressortent en l'état du vote du Parlement européen. Mais il faut bien reconnaître que l'Europe sociale, il y a une sorte de paradoxe, parce que les crédits qui permettent de construire une Europe sociale sont finalement assez faibles quand on veut bien considérer les énormes crédits qui, à juste titre, sont mobilisés, par exemple, sur des grands programmes industriels, ou sur la politique agricole commune, ou sur les politiques de cohésion. Et c'est d'autant plus dommageable que ces politiques sociales, elles permettraient à nos concitoyens, aux citoyens européens, de s'approprier l'Europe, de réenchanter l'Europe, parce que ce sont des sujets de vie quotidienne. Alors j'ai pris deux exemples, mais alors que l'Europe traverse une crise épouvantable, voir baisser d'une manière aussi drastique les crédits qui sont consacrés au programme d'aide alimentaire aux plus démunis, c'est un signal absolument calamiteux qui est envoyé par l'Europe à ses citoyens, aux milliers, aux centaines de milliers de bénévoles qui se déploient par exemple au Resto du Cœur pour servir des repas aux plus démunis. Et c'est d'autant plus grave que, y compris le maigre budget qui lui est alloué, est menacé par une adoption d'un règlement intérieur soumis à une minorité de blocage. D'autant plus inquiétant aussi que ces crédits du programme alimentaire, qui est devenu fonds alimentaire d'ailleurs, ne ressort plus de la politique agricole commune, c'est-à-dire d'une grande masse budgétaire où il était assez facile d'asseoir ce programme, mais du Fonds social européen, où on constate avec évidemment anxiété qu'aucune ligne budgétaire n'est dédiée à cette action. Un deuxième exemple auquel je suis très attaché, puisque je suis en quelque sorte l'auteur de cette ligne budgétaire quand j'étais parlementaire européenne, j'avais créé le fonds, avec d'autres bien entendu, mais j'étais le pilote de ce projet, le fonds d'accompagnement à la mondialisation, en acronyme européen, ça donne le FEM. Et ce fonds d'accompagnement est évidemment tout à fait important pour accompagner les restructurations industrielles. Quand on voit la crise qui chez nous secoue PSA, la crise de restructuration, mais qui va toucher aussi à terme l'ensemble de la filière automobile
européenne, mettant des dizaines de milliers de familles, centaines de milliers de familles dans l'inquiétude, on est tout à fait sidéré de voir abandonner cet outil qui passe de 500 millions d'euros il y a quelques années. En 2006, je trouvais déjà que ces 500 millions d'euros étaient trop faibles. J'avais plaidé pour 1 milliard d'euros. Et ces maigres 500 millions d'euros sont ramenés à 150 millions d'euros. Quand on voit que les États-Unis, qui ne sont pas réputés pour être un pays où les politiques sociales sont particulièrement en exergue, a depuis 40 ans un outil d'accompagnement à la mondialisation qui s'appelle le TAA, et il n'est pas question aux États-Unis de réduire les crédits de cet outil d'accompagnement aux restructurations industrielles. On est évidemment très inquiet de voir que ce qui pourrait réenchanter l'Europe, très concrètement, n'est pas mis en œuvre. Alors bien sûr, on va nous parler Galiléo, on va nous parler ITER, on va nous parler grands programmes industriels, mais c'est pas ça la réalité de la vie quotidienne des gens. L'Europe des citoyens est effectivement cruellement défaillante, et pourtant on est saisi par le fait qu'il serait finalement assez facile et peu coûteux de donner du concret à l'Europe. Moi, je comprends tout à fait les politiques de rigueur. On sait bien que l'Europe ne pourra se sortir du marasme qu'en ramenant les pays qui sont en faillite dans le bon chemin, qu'en étant beaucoup plus rigoureux sur ces politiques. D'ailleurs, les pays qui les ont menées, ces politiques de réalisme budgétaire, après une période peut-être un peu difficile, sont maintenant des pays qui sont en excédent budgétaire et qui réalisent des taux de croissance tout à fait substantiels. Je pense à la Suède, mais il y a d'autres exemples. Mais pour accompagner ces difficultés, encore faut-il donner aux citoyens le sentiment qu'ils en tirent un bénéfice. J'ai pris un exemple très concret, d'ailleurs, une personne dans la salle m'y avait incité par sa question, c'est l'existence d'une carte européenne de sécurité sociale. Cette carte existe, et pourtant, on a l'impression que nos gouvernants ne mettent pas en exergue cette avancée de cette carte de sécurité sociale européenne. Quand j'ai été ministre de la Santé, j'ai plaidé pour que, comme en Allemagne, la carte européenne soit à l'arrière de la carte vitale. Une seule carte, la carte vitale française, vous la retournez, c'est une carte de santé européenne qui vous permet de vous faire rembourser vos soins de santé partout en Europe. Et on m'a répliqué, ah non, surtout pas, la priorité c'est la lutte contre la fraude, qui ne concerne que très peu de Français. C'est la lutte contre la fraude, donc il faut changer tous les ans la carte vitale, donc on ne peut pas mettre la carte européenne à l'arrière de la carte vitale. Vraiment, on a le sentiment qu'en Europe, l'Europe des entreprises a assez bien marché, elle a tiré son miel de toutes sortes de démarches, et qu'on les aide, mais les citoyens, eux, ils peinent à faire reconnaître leurs diplômes, à faire rembourser leurs soins de santé, à se débrouiller dans le maquis des familles qu'ils ont créées. Bon, c'est quand même extraordinaire qu'un Français homosexuel peut se marier avec un Espagnol ou un Néerlandais et voir son couple reconnu par l'administration fiscale française. Il n'y a pas besoin de la réforme du mariage pour tous, à laquelle par ailleurs j'adhère complètement, mais il ne peut pas faire reconnaître son union avec un autre Français ou une autre Française. C'est quand même assez sidérant. Donc finalement c'est ça qui éloigne les Français de l'Europe. C'est souvent pas des grandes choses auxquelles finalement les Français adhèrent assez volontiers. C'est souvent sur ces petites épines irritatives, c'est à cause d'elles que les Français ne se reconnaissent pas comme citoyens d'Europe.